Un dernier témoignage. C'est un laboratoire qui concerne la vérification, mais je ne sais pas si le sujet est toujours autour de la vérification. C'est l'architecture Manicourt. Donc, Nicolas Wabax de laboratoire Verimag et Laurent Julliard de Calray va nous parler de ça. Oui, bonjour, je vous fais une... bon, ce n'est pas une présentation du laboratoire, c'est une introduction au sujet. Verimag, c'est un laboratoire pas très gros, mais donc, qui est assez concentré thématiquement sur la modélisation, la conception, la validation, l'implémentation des systèmes et logiciels embarqués au sens système critique, système très contraint, temps réel souvent, et souvent implanté proche du matériel et proche de la physique et de l'environnement. Bon, on a eu comme dit Jim, on a la réputation d'être des théoriciens, mais je prétends que c'est pas vrai. Enfin, on fait de la recherche fondamentale, mais on tient très fort à aller de la théorie jusqu'aux applications et de récupérer des nouveaux problèmes, des applications qu'on traite. Alors, côté relations industrielles, c'est une chose qu'on a fait depuis toujours. En fait, on a été créé il y a 20 ans comme une unité mixte industrielle avec une petite compagnie disparue depuis, mais il n'y a pas de relation de cause à effet. Une success story, parmi d'autres, une success story dont on est particulièrement fier, même si elle commence à dater un peu, c'est le langage qu'on a conçu et qui est devenu le noyau d'un atelier logiciel de conception de logiciels embarqués, qui est maintenant développé par Astera Technologies, qui c'est le produit principal d'Astera Technologies, et c'est utilisé, on ne connaît pas nos utilisateurs, ce qui est un bon critère, mais en particulier les logiciels de vol de bord des Airbus sont conçus avec cet atelier. Bon, la coopération industrielle, il y a plein de façons de la faire. On l'a faite des fois avec des labos communs, des fois avec des partenariats directs, très souvent, évidemment, avec des projets communs. Et puis, au travers des tests chiffres qui, je pense, jouent quand même un rôle fort important. On en a déjà entendu pas mal parler. J'ai oublié les startups, mais on n'en a pas beaucoup, mais on en a eu en ce moment. Donc c'est aussi une façon de transférer nos compétences. Alors, avec Calray, depuis quelque temps, on s'intéresse à la programmation des architectures très parallèles. Donc Laurent vous parlera de Calray. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, du logiciel dans ce domaine-là? Il y a quand même un vrai problème, c'est que les constructeurs font des architectures de plus en plus complexes et de plus en plus parallèles, et c'est pas complètement clair qu'on sache les programmer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la parallélisation automatique, mais je vais dire tout de suite que c'est pas nous. Tu vas prendre des programmes classiques et les paralléliser automatiquement pour une architecture donnée. Je ne dis pas que c'est pas bien, je ne dis pas que c'est pas possible, je dis qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis bien plus longtemps que nous, par exemple à Lyon, à Strasbourg, c'est pas nous. Il y a la programmation en langage déjà parallèle, ça on a des compétences là-dessus, il y a le formalisme BIP qui a été implanté sur la machine de Calray. Le data flow, les langages flow de données synchrones dont on s'était fait une spécialité sont aussi candidats pour ce genre d'implantation. Bon, on a beaucoup travaillé sur la vérification de programmes, ce qui revient à explorer des ensembles très complexes de comportements, et c'est une compétence qu'on peut utiliser pour faire de l'optimisation, pour explorer des solutions d'implantation et appliquer des critères d'optimisation
Donc là aussi, on a des travaux. Odette qui est là-bas a beaucoup travaillé là-dessus. Quelque chose qui est peut-être plus prospectif, où on ne travaille pas encore, mais j'espère qu'on va travailler, sur les systèmes critiques, l'analyse de pire temps d'exécution pour les systèmes temps réel, et la prédictibilité des implantations au point de vue temps, au point de vue occupation de mémoire, au point de vue énergie qui devient fondamental, et la modélisation précoce et le prototypage virtuel, c'est-à-dire être capable, avant d'avoir le circuit, avant d'avoir l'implantation réelle, de faire des simulations, voire des analyses formelles pour prévoir le comportement d'implantation après à la fin. Bon, je n'irai pas plus loin que ça. Pour conclure, voilà, pour dire que le partenariat industriel, on le fait tous les jours et avec des partenaires variés. Voilà une liste de compagnies avec lesquelles on a été dans des projets communs depuis 2005. À l'enchaîne. À tout. Merci. Bien, bonjour. Donc Laurent Julliard, je suis responsable chez Calaré, entre autres, des relations partenariales avec la recherche. Donc je vais vous parler ce soir de ce qu'on fait dans la société et puis des diverses formes que peuvent prendre nos coopérations avec de nombreux laboratoires de recherche en France, dont Vérina. Mais vous allez voir, il y en a beaucoup d'autres. Alors je pense que ça va être un cas intéressant parce que contrairement aux 3 cas précédents où finalement les entreprises sont venues au cours de leur existence vers des relations avec la recherche, Calaré, c'est comme Obélix avec la potion magique. La société est tombée dans la recherche quand elle était petite et on en sort. Enfin, on émane de résultats de recherche et on continue à dépendre fortement de travaux de recherche pointus sur ce processeur très particulier et très performant que je vais vous présenter. Donc Calaré en 2 mots. Création de la start-up en 2008. Aujourd'hui à peu près 55 personnes, 45 en R&D, ça vous donne une idée du profil de la société. Et parmi ces 45 ingénieurs, une bonne quinzaine sont des doctorants. D'accord ? Et les autres sont des ingénieurs qui n'ont rien à envier aux doctorants qu'on a recrutés. Donc l'équipe est particulièrement, je dirais, forte techniquement. Et ça tombe bien parce qu'en fait, l'objectif de Calaré, quand ça a été créé en 2008, c'est de mettre sur le marché une technologie de processeur massivement parallèle, qui est particulièrement disruptive, pour utiliser un terme franglais, par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Donc les 4 années de 2008 à 2012 ont été consacrées à la conception de la puce, mais aussi de tout le logiciel qui va avec, parce que vous verrez que c'est une décision de hard et de soft, et que les efforts en R&D portent autant des 2 côtés, et aujourd'hui, au moment où je vous parle, presque beaucoup plus du côté software que du côté hardware, puisque la puce existe, elle fonctionne, et il y a encore de très très gros efforts sur la partie logicielle. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'architecture, mais simplement pour vous dire que la façon dont cette puce se distingue du reste de la compétition, c'est que c'est une puce qui est quasiment unique au monde aujourd'hui dans son rapport puissance de calcul sur énergie consommée. On est largement un facteur 10, voire 20 ou 30, suivant les processeurs qu'on considère, par rapport à tout ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. Donc c'est ce que j'appelle la densité de calcul, et qui, de nos jours, en fait, est un critère qui est absolument primordial, aussi bien dans le calcul intensif, par exemple, où la plupart du temps, dans des centres de calcul, la puissance électrique amenée est arrivée à son maximum, on ne peut plus en avoir davantage. Mais c'est aussi vrai pour les systèmes embarqués, qui ont tendance à être de plus en plus sophistiqués, avoir des processing internes de plus en plus lourds. Et dans l'embarqué, malheureusement, l'empreinte énergétique, elle est elle aussi, la plupart du temps, limitée. Donc les règles du jeu aujourd'hui, dans la microélectronique, c'est
non plus la puissance brute que vous apportez, mais le nombre de milliards d'opérations par seconde que vous êtes capable de réaliser avec un watt. Voilà. Donc là, je vous donne des chiffres. 700 gigaopérations par seconde, 230 gigawatts, donc ça c'est les opérations en unité flottante sur une consommation typique de 5 watts. Je vous disais donc architecture massivement parallèle. La première puce qu'on vient de sortir donc à 256 cœurs, et on a une feuille de route qui va nous emmener vers des puces à 512 cœurs, 1024 cœurs, sur un seul circuit, bien sûr. Hein, je suis en train de vous parler. Donc c'est vraiment, il y a quasiment aucune puce équivalente sur la planète aujourd'hui. Alors le silicium c'est bien en haut, mais on travaille aussi beaucoup sur le logiciel. Donc c'est le Software Development Kit MPP Access Core qui vient derrière, parce que vous imaginez bien que quand on vous met une puce dans les mains de ce type-là, il faut aussi fournir des outils logiciels qui vous facilitent la vie, qui vous permettent de tirer le maximum de ces 256 cœurs que vous pouvez faire opérer chacun dans son coin et indépendamment les uns des autres. Mais à un moment, il faut les orchestrer. Donc là, il y a un gros travail côté logiciel, et puis tout ça est intégré dans une station de développement qu'on fournit aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il n'y a pas que de la R&D chez Callery, il y a des produits réels qu'on vend depuis novembre 2012. Bon, deux mots sur l'architecture. Rapidement, ce qu'il faut retenir de cette architecture, c'est que... j'ai peut-être un pointeur ici. Oui, parfait. La vue complète du processeur ici vous montre en fait 16 clusters de 16 cœurs, vous voyez 16 cases bleues ici qui chacune contiennent 16 cœurs qui sont organisés autour d'une banque mémoire commune. Tous ces clusters sont reliés par un réseau extrêmement rapide, interne à la puce, qui permet d'échanger les données entre les différents clusters. Et par la même occasion d'orchestrer les clusters en question. Alors, sur la partie recherche, Callery a véritablement été créé, d'abord il faut le souligner, sur des résultats de recherche. Je vous ai parlé des cœurs de calcul. Il y a une grande partie de la connaissance qui vient d'équipes de recherche de différents horizons. Je vous ai parlé du réseau sur la puce, réseau rapide, ça provient du CEA-LIST, du CEA-LETI, pardon, et je vous ai parlé de modes de programmation adaptés à ce genre de puce. On en propose un de type Dataflow qui émane aujourd'hui du CEA-LIST. Et à l'intérieur des 256 cœurs, chacun des 256 cœurs, par exemple, est équipé d'une unité de calcul flottant. L'unité de calcul flottant provient de l'équipe ARIC de l'INRIA, qui est une des meilleures au monde dans son domaine. Donc déjà à la base, on est, oui, ils sont à l'ENS Lyon. Déjà à la base, pour créer la puce, on est parti d'éléments réputés, reconnus de la recherche. Et je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure. Quasiment chacune de ces technologies avait déjà été montrée ou démontrée, c'est-à-dire qu'il y avait des évidences que ça fonctionnait. Le network on chip du CEA-LETI avait déjà été prototypé sur silicium, le modèle Dataflow du CEA-LIST existait, on pouvait programmer avec, et la FPU de ARIC avait déjà été conçue et éprouvée sur silicium. Donc tous ces éléments-là ont fait que ça nous a aidé à démarrer. Si on était parti que du papier, je pense qu'on n'aurait pas fait ça en 4 ans, clairement pas. Donc ça c'est vraiment l'effort de départ. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à un instant donné, chez Callery, il y a toujours entre 3 et 5 thèses en cours. Donc on a énormément recours à des thésards, parce qu'on continue à travailler sur des sujets pointus. Je mentionnerai quelques sujets là, sur lesquels on travaille en ce moment. Et puis, depuis que le circuit existe, c'est une de nos fiertés d'ailleurs, c'est qu'en fait ce circuit est tellement innovant qu'il est devenu lui-même un sujet d'étude. C'est-à-dire qu'on a créé, on a une vingtaine de contrats en ce moment en cours, dont un avec Verimag, mais il y en a d'autres avec l'INRIA, avec le LIPSIS, avec plusieurs universités parisiennes, où en fait le processeur lui-même est devenu soit un sujet de recherche, sur des sujets très amont de problèmes de compilation, d'optimisation, de colocalisation, code, mémoire, etc. Soit un sujet pour des projets plus aval, donc des gens qui travaillent dans la cryptographie ou l'analyse du génome, etc., qui voient dans ce processeur de nouvelles façons d'exploiter des algorithmes très complexes, massivement parallèles, pour lesquels les accélérateurs qui sont sur le marché aujourd'hui, je pense notamment aux GPU, ne sont pas du tout adaptés. Donc ça, c'est un retour très intéressant. C'est-à-dire que je dirais que c'est le retour du berger à la bergère.
Et on est très content de voir que ce nombre de contrats se développe, parce que pour nous, ça nous permet aussi d'explorer différents domaines d'application. Alors ça, c'est un peu un gros mot des fois dans la recherche de parler d'application, mais c'est véritablement ce qu'on est en train de faire avec plusieurs équipes qui chacune sont des domaines applicatifs bien identifiés. L'autre point que je voudrais souligner, c'est que ce type de contrat, c'est autant d'occasions pour nous pour faire connaître notre processeur. On a un processeur très innovant et on travaille avec des équipes qui elles aussi sont très pointues sur leur sujet. Donc dans leurs publications, dans les conférences, etc., elles retraduisent ce qu'elles ont fait sur le processeur et font connaître par la même occasion ce qu'elles a fait. Alors si on parle de projets de collaboration beaucoup plus large, on a aussi, on vient de terminer un projet FUI qui s'appelle Chapi, on a un BGLE en cours, investissement d'avenir, donc ça c'était le brique générique pour le logiciel embarqué, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, qui est un gros projet sur 3 ans. Et puis on a aussi un projet européen qui s'appelle Certainty, qui s'attache notamment à des problèmes de pire temps d'exécution et de certifier la puce NPPA pour ces aspects prédictabilité du temps d'exécution dont on parlait tout à l'heure. Alors quelques-uns de nos thèmes de recherche aujourd'hui sur lesquels on a des actions en cours, des partenariats avec des laboratoires, donc des études sur le jeu d'instruction du processeur lui-même pour prouver sa prédictabilité et prouver que le pire temps d'exécution peut toujours être estimé quel que soit le code qu'on écrit sur ce processeur. Le network on chip, donc le réseau sur la puce, est lui-même un sujet d'étude, notamment sur la partie qualité de service, c'est-à-dire qu'on va être capable de prouver formellement que dans certaines configurations, les multiples nœuds qui opèrent sur ce réseau ne vont jamais être engorgés, ne vont jamais être en deadlock, ils pourront toujours communiquer, certes à des débits réduits, mais pourront toujours communiquer. Ce qui est particulièrement intéressant pour des applications critiques ou semi-critiques. On vient justement au point d'après, donc je ne reviendrai pas sur les travaux qu'on fait avec Verimag en ce moment, mais qui sont très liés à l'utilisation de langage ou de formalisme, plutôt comme BIP, qui nous permettent de prouver formellement le bon fonctionnement de certains aspects du processeur ou du logiciel qu'on fait tourner dessus. La compilation reste un sujet, alors là je pense que c'est un marronnier, comme on dit dans le journalisme, donc on a toujours plusieurs sujets d'études sur comment améliorer le code généré, comment paralléliser le code, etc. Ça reste un sujet fort chez nous. Et puis des équipes qui travaillent aussi sur les aspects runtime, c'est-à-dire une fois qu'on a du code, dynamiquement, comment on le fait tourner efficacement sur la puce. Étant donné le jeu, par exemple, le jeu de données qu'on s'apprête à recevoir. Donc c'est plus un aspect dynamique de la puce. Voilà, donc je vais m'arrêter là-dessus. Moi, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que il y a des sociétés comme les nôtres qui s'appuient fortement sur les résultats de la recherche. Et certes, elles ne sont pas forcément légion en France, parce que, je ne vous donne pas de chiffres, mais vous imaginez bien que pour faire fonctionner une entreprise de ce type-là, il faut du capital. Et malheureusement, en France aujourd'hui, on n'a pas forcément 20 ou 30 sociétés comme Calray qui opèrent sur le territoire. C'est presque dommage, parce que si c'était le cas, c'est des sociétés qui évidemment consomment, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, mais qui consomment énormément de propriété intellectuelle et de résultats de recherche. Voilà. Très bien, merci. Le monde de la recherche est est un vecteur d'innovation et développement industriel à très fort potentiel. Bon, des questions? Oui. Vous parliez d'études plus aval sur la cible et sur les environnements de développement pour, on va dire, le contexte d'application parallèle. Est-ce qu'il y a déjà des cas d'école précis pour des applications précises? Oui, on travaille par exemple, je peux vous donner quelques exemples précis. L'équipe Caramel de l'INRIA à Nancy qui est spécialisée sur les problèmes de cryptographie. Le processeur ici va lui permettre de revisiter certains algorithmes, en l'occurrence pour casser des clés, qui étaient inenvisageables jusqu'à présent, enfin, très difficilement envisageables. On a aussi une coopération qui débute, donc je ne sais pas quel sera le résultat de cette coopération, mais avec l'équipe de Claude Bérou de l'Université Bretagne Sud, qui est un des inventeurs des turbocodes,
largement utilisé dans les télécoms aujourd'hui et qui travaille beaucoup maintenant sur les implémentations efficaces de réseaux de neurones qui sont notoirement difficiles à exécuter efficacement sur du hardware générique. Et ce type d'architecture, sur le papier, se prête bien à ce genre de choses. Et il y en a d'autres, hein. J'ai cité la génomique, on a une équipe à Rennes qui a des algorithmes d'appariement ou de pattern matching sur des séquences de génome qui, encore une fois, peut tirer parti de l'architecture du MPP. D'autres questions? Oui. Comme c'est des machines qui sont très difficiles à programmer, comment les équipes que vous allez visiter en disant que j'ai une superbe machine, elle a plein de potentiel, comment vous les éduquez, entre guillemets, en disant à la programmation? Alors, c'est pas si difficile que ça à programmer. En fait, aujourd'hui, on a deux approches. C'est-à-dire qu'on a deux modèles de programmation. L'un que j'ai qualifié de Dataflow tout à l'heure, qui abstrait très largement et même quasiment complètement la façon dont l'implémentation physique du programme va se faire sur le processeur. Et le programmeur n'a plus qu'à rester au niveau conceptuel de la façon dont il va paralléliser son programme. Est-ce que c'est un parallélisme de données? Est-ce que c'est un parallélisme de tâches? Mais à aucun moment il va se soucier de savoir que tel bout de son code va tourner sur un tel ou tel des 256 processeurs, ni de savoir comment il va découper la mémoire pour que les échanges soient optimaux. Le compilateur gère intégralement tout ça. Et la plupart de nos clients, une grande partie de nos clients, viennent aux architectures massivement parallèles via ce type de mode de programmation. Derrière, on propose des modes de programmation plus bas, qui utilisent des interfaces de programmation connues par quasiment tous les ingénieurs de la planète, qui sont les interfaces POSIX, donc où on retrouve les concepts de thread, d'IPC, donc d'échange de données, etc., étendus à une architecture parallèle où on reprend un contrôle relativement fin sur le hardware. Et il est assez fréquent de voir des clients passer de l'un à l'autre une fois qu'ils ont bien compris la façon de paralléliser leur code, déjà. Indépendamment, MPPA ou pas, le client doit au départ comprendre comment paralléliser son travail. Okay, et ça, c'est complètement indépendant de l'architecture que vous allez utiliser en dessous. Et puis après, dans un deuxième temps, l'utilisation de POSIX qui permet d'obtenir la quintessence de la performance sur la puce. Si c'est nécessaire. Parfois, le premier mode de programmation suffit. Une question? Non? Je peux poser peut-être une deuxième question. Oui. J'ai vu que vous aviez un partenariat avec le CEA et des laboratoires de recherche. L'approche concernant l'API, est-ce qu'elle est très différente? Est-ce qu'elle est comparable? Non, on suit les règles classiques, je dirais, du CEA, qui a tendance à octroyer des droits d'usage des technologies, des exclusivités, mais dans des domaines bien spécifiés, et on ne déroge pas à cette règle-là, on rentre dans le moule classique. Et sur les contrats courts dont je parlais tout à l'heure, qui sont plus nombreux, on est très libre sur tout ce qui est fait par le laboratoire reste au laboratoire. Sur les publications, on demande d'avoir un droit de regard sur ce qui est écrit, mais on reste très souple sur la publication. L'objectif là, c'est pas de mettre des barrières, au contraire. Oui. Votre logiciel, c'est gratuit pour l'utilisateur? C'est open? Alors, en fait, aujourd'hui, tout arrive avec vous vous souvenez du transparent en trois étapes, le processeur en haut, le SDK au milieu et puis la machine qui se trouvait en bas. Donc aujourd'hui, en fait, comme on commence tout juste à commercialiser nos produits, on vend une solution de type PC tout en un avec une carte accélératrice à l'intérieur qui utilise un processeur MPPA. Et donc avec cette machine, vous avez tout l'environnement de programmation qui vient avec. Bon, bah merci beaucoup. De rien.